Bonjour, aujourd'hui on devrait être... Vous voyez, j'ai perdu la date. Le 10, voilà, ça m'est revenu. Le 10 janvier 2025. Et le temps est assez clément. Un froid, mais un froid aujourd'hui relativement sec, avec un ciel qui n'est pas totalement, loin de là, pas totalement dégagé, mais quand même plus agréable, plus agréable que cette chape de plomb qu'on a eue pendant plusieurs jours. Bon, peut-être que ça va s'éclaircir demain, il faut espérer. Alors on reprend notre route, toujours pareil, notre chemin méditatif, puisqu'il en est ainsi. Ça permet de, en fait, sortir déjà de chez soi. C'est un effort à faire, mais il faut le faire, parce qu'on est toujours un peu confiné. On entend, enfin, j'ai cette tendance à rester confiné. Si je me bouge pas, c'est pas bon signe. Donc je me dis, on y va, on sort et on fait cette marche quotidienne qui est indispensable pour la santé de toute façon, pour maintenir quand même un certain équilibre. Et puis, comme je vous le dis à chaque fois, le fait de marcher nous stimule des fonctions neuronales qui ne fonctionnent pas si on est assis ou dans son canapé ou devant la télé, c'est encore pire, passif. Donc c'est utile de marcher pour réfléchir, pour penser, pour méditer, pour ressentir les choses. Aujourd'hui, il y a eu... dites-vous que là, en ce moment, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais il y a des avions là qui passent. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais en ce moment, j'ai une succession de gens qui m'ont approché et qui me disent que ça ne va pas et qui ont des grosses difficultés. Soit c'est la santé, soit c'est des attaques carrément, je dirais, occultes, soit ce sont des gros problèmes financiers. Et donc, je vois ça comme un signe avant-coureur de ce que va être l'année 2025. Un peu compliqué, un peu difficile. Ça rigole plus là. On commence à rentrer un peu dans le dur. Et je vous l'ai dit déjà dans une de mes vidéos précédentes, ça réclame une forme de vigilance. Parce que les coups peuvent venir de partout et c'est puissant. Donc on va faire attention de ne pas être trop provocateur, ou tout au moins pas trop clivant. Parce que ça peut déclencher des situations, ça peut déborder. Ça peut déborder dans les attaques, ça peut déborder dans la violence, ça peut déborder de toutes parts. Vous savez, le fait qu'on voit beaucoup de jeunes comme ça, je parle des jeunes bobos de Paris, qui ont fêté la mort d'un homme, là on a passé ça, c'est très très malsain. Très malsain, ça révèle une disposition quasi, comment dire, une forme de possession collective. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un mauvais présage. Ça veut dire que il n'y a plus de limite. Et quand il n'y a plus de limite, il n'y a plus de limite nulle part.
peut-être qu'ils ont pas vu qu'ils avaient déclenché quelque chose en faisant ça. C'est une forme de profanation. On ne danse pas sur un cercueil, on ne danse pas sur un tombeau, on ne danse pas sur la mort d'un homme, quel qu'il soit. Ça ne se fait pas. Et pourquoi ça ne se fait pas? Parce que ça répond à des codes, et même des codes occultes, dont ils n'ont pas conscience, évidemment. Ce qui veut dire que quand tu fais une profanation, c'est comme les enfants qui jouent, vous savez, avec l'occultisme, et qui se ramassent plein de galères après. Ça arrive. J'ai des témoignages dans ce sens-là. Bien là, c'est la même chose. Quand vous faites ça, ça veut dire que derrière, vous allez manger. Il va y avoir un retour de flamme. C'est le cas d'ailleurs de... On peut préciser au passage que les flammes de Los Angeles, évidemment, il va y avoir des théories sur le départ des feux, des feux simultanés. Je vois déjà passer plein de thèses, comme on appelle complotistes. Je n'abuse pas de ce terme, mais il va y avoir beaucoup de thèses complotistes qui vont surgir à cette occasion. Et parfois, certaines sont justes, d'autres fausses. C'est là où il risque d'y avoir de la confusion dans l'interprétation. Mais ce qu'on peut voir, c'est que Los Angeles, c'est vraiment la ville infernale au sens spirituel. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a tous les abus. C'est là que déjà ça vote à gauche, démocrate, c'est wokiste, c'est tout ce que vous voulez. Les pompiers, je crois que la mairesse, c'est une espèce de dingue, une woke, qui a fait rentrer dans les pompiers des transgenres, des trans-machins, enfin on ne sait plus. Et puis ils éteignent le feu, je ne sais pas, avec des petits seaux, comme on a des images absolument époustouflantes en ce moment sur ce qui se passe là-bas à Los Angeles. La première puissance mondiale qui n'est pas capable d'arrêter un feu, enfin, ils ont livré des armes et du matériel à l'Ukraine, des milliards, et ils ne sont pas capables d'éteindre un petit feu, enfin un petit feu, j'exagère, mais un feu de quartier à Los Angeles. Pour vous dire, on est chez les fous. Et bien, il y a aussi là un retour de flamme, c'est-à-dire que tous ces gens certainement étaient dans une forme de transgression spirituelle et ils ont usé de leurs privilèges, de leur pouvoir pour essayer de manipuler beaucoup de personnes autour d'eux, de manipuler des opinions et les conduire là où il ne faut pas les conduire. Ça répond à une forme de karma et c'est ainsi que nous, on doit faire attention aussi. Faire attention dans nos paroles, faire attention à ce que l'on dit, la manière dont on influence les gens. Je parle pour moi aussi des fois, parce que le fait de m'exprimer devant vous, ça a aussi son importance, il faut que je fasse attention. Et donc, le fait que nous soyons à l'œuvre dans ce monde, il ne faut pas négliger ce que l'on peut faire, ce que l'on peut dire et tout ça. J'invite à nous tous à être prudents. Ça ne veut pas dire ne pas échanger des idées, ne pas échanger des opinions, mais le faire dans un climat paisible, serein. Parce que malheureusement, quand vous êtes confronté à de grosses épreuves, il y a de grands risques que vous perdiez pied. Et c'est ce qui peut arriver. Par exemple, on vous annonce un cancer, ça peut vous faire perdre pied. Je le sais parce que c'est ce qu'on m'a annoncé, moi, pour ma prostate. Et qu'est-ce que j'ai fait? Toutes mes vidéos témoignent de la manière dont j'ai progressivement intégré l'affaire et fait toute la démarche qu'on doit faire pour apprivoiser déjà la nouvelle, envisager la mort, c'est obligé, envisager quitter ce monde et ensuite s'abandonner dans les mains du destin en se disant si tu veux que je reste en vie, va. Si j'ai encore quelque chose à faire dans ce monde, eh bien, à rigueur, voilà, c'est toi qui décides, c'est plus moi, c'est entre tes mains. Parce qu'en effet, il y a un moment donné, on n'a plus son mot à dire. Et c'est un peu... C'est là qu'il faut se laisser
s'abandonner dans les mains de celui qui, ou de celle, je ne sais pas, chacun utilisera ces métaphores comme il le veut, mais on doit s'abandonner dans les mains de celui qui nous permet de continuer ou pas cette vie terrestre. Et cette vie terrestre, elle ne tient qu'à un fil. Cette vie terrestre, elle est extrêmement fragile. Et ça, il faut aussi en avoir conscience. Et que la vie nous est donnée ou nous est retirée sans qu'on puisse tenir une comptabilité et sans même qu'on ait une réponse rationnelle. Je sais qu'on est très poursuivi par la rationalité, la logique. C'est l'espèce humaine qui est comme ça. On veut des réponses, on veut des explications. Aussi farfelue soit-elle, on veut toujours expliquer, expliquer, expliquer. Parce qu'on cherche dans tout une forme de cohérence. Eh bien, il faut savoir que il n'y a pas la cohérence que l'on croit. Il n'y a pas la logique que l'on croit. C'est pas des... Quand on franchit cette porte de l'invisible, on s'aperçoit qu'on n'est plus dans cette espèce de convention, de logique, d'explication qu'on s'est construit. Il y a quelque chose d'autre, une autre dimension qui ne possède pas et qui n'a pas les mêmes lois. Et nous, on croit dépendre d'une certaine loi cohérente, logique, mais en réalité, on se trompe. Il n'y a pas. C'est pour ça que on est parfois révolté face à une maladie. Pourquoi la maladie va toucher quelqu'un d'intègre, une jolie personne, une jolie âme? Pourquoi la maladie va s'attaquer à elle? Vous allez dire, mais c'est pas juste. Puis l'autre, le salaud, le criminel, il continue à vivre jusqu'à la fin de ses jours sans problème, c'est vrai. C'est donc là qu'on comprend qu'il y a une limite à notre manière de raisonner, notre manière de comprendre, notre manière de considérer la logique. Il n'y a pas la logique. Il n'y a pas de logique. Ça ne veut pas dire que c'est sans raison, mais cette raison nous échappe. Il faut aussi comprendre ça. C'est très difficile pour nous humains de l'intégrer, ça. Nous, avec nos petits fichiers Excel, on n'aime pas trop ça. Et donc, l'apprentissage de la vie, c'est une forme d'exercice qui doit nous permettre, évidemment, d'absorber chaque obstacle qui nous est présenté, de l'absorber ou de l'affronter ou de le dépasser d'une certaine manière. Je dis ça parce que il y a autour de moi des gens qui sont en grosse difficulté. Beaucoup. Et trop, je dirais. Et si on regarde les vies des uns et des autres, parfois, il y a une forme de responsabilité. La personne est dans une situation donnée à cause d'une certaine, de certains facteurs qui l'ont conduit là. Là aussi, il y a une forme de cohérence, mais pas que. Il y a un mystère aussi. Parce que certains d'autres, ayant fait les mêmes bêtises, parfois s'en sortent. Donc c'est pas forcé qu'il y ait une totale cohérence entre le résultat d'un obstacle qui apparaît et puis nos actions précédentes. Il y a parfois quelque chose, il y a quand même une forme de cohérence, mais elle n'est pas systématique. C'est pour ça qu'on ne doit pas culpabiliser non plus celui qui va vers une épreuve, parce que d'autres, il y aura toujours des cas où les autres, ayant fait peut-être les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, ne rencontreront pas les mêmes difficultés. Les difficultés ne naissent pas de rien, bien sûr, mais elles ne sont pas forcément liées à des erreurs. Elles sont là, sur notre chemin, pour certainement provoquer en nous
quelque chose dont on a besoin de prendre conscience. C'est un ensemble de facteurs qui doivent être déclenchés pour absorber la difficulté qui nous est présentée. Bon, j'ai vraiment, personnellement, j'ai vécu beaucoup d'épreuves. Bon. Et la dernière, c'était le cancer. Mais sinon, avant, j'en ai connu des galères financières, des galères professionnelles, des galères avec mes parents. J'ai parlé de tout ça au long de mes vidéos, de ma chaîne. Et j'en ai parlé pas par exhibitionnisme, mais pour que chacun comprenne qu'on est tous pareils, en fait, face à la vie. Et qu'on est tous, voilà, confrontés à plus ou moins, attention, plus ou moins. Mais malgré tout, confrontés, chacun à des épreuves particulières. Et ça, c'est un registre que je connais bien. Le comble, c'est que quand j'ai travaillé à l'inspection du travail, je recevais tous les jours des gens, évidemment, qui étaient en grande souffrance, qui étaient la plupart du temps des salariés qui venaient me voir parce qu'ils étaient en conflit soit avec leurs collègues, soit avec leur employeur, soit ils étaient en burn-out, soit ils craquaient, ou ils étaient licenciés. Enfin, c'était des gens qui étaient vraiment en souffrance qui venaient me voir. On discutait une demi-heure, les entretiens duraient une demi-heure et on essayait de trouver le levier qui permette justement de ne pas sombrer, de sortir. C'est ce que je faisais. Donc j'ai une forme je suis assez familier de la question. Alors, je pense que il y a une concentration, il y a un alignement des planètes, on pourrait dire. Voilà, on va profiter du soleil, vous savez, il y a un beau soleil. Il y a un alignement des... Ouais. Et regardez ce ciel, il y a un petit peu de rayures, mais pas trop. Pas trop. Là, on a la lune. Hop. Voilà. Voilà. Un petit tour d'horizon. Joli, hein? Donc, je pense qu'il y a un alignement des planètes qui s'accumule dans cette année, qui est une année particulière où on va un peu être secoués tous dans nos vies, je crois. C'est une hypothèse, peut-être je me trompe. À chaque fois, vous savez, quand je dis quelque chose, n'oubliez jamais que je suppose, je parle et je n'affirme rien, hein, surtout pas. J'ai bien appris à ça, de ne pas affirmer, vous savez. Et toujours, je dis, je peux me tromper, je peux faire des erreurs, je peux... Ça j'y tiens parce que c'est aussi une forme de prudence par rapport à ce que l'on pense au moment donné. Peut-être que demain, je penserai différemment. Donc là, je crois voir les prémices d'une situation qui va nous secouer. On va être face à des incohérences, pour le coup, à des injustices, à des épreuves. Et beaucoup vont morfler. Déjà, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui déposent le bilan. Un chiffre énorme. Bon, bah ça, vous me direz, c'est l'économie. Oui, mais l'économie, ça a pour impact d'avoir des répercussions sur la vie déjà des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Quand vous déposez une société, quand vous déposez le bilan, quand vous faites faillite, pour parler plus simplement, eh bien, vous traversez des années d'épreuves, parce qu'il faut se reconstruire psychologiquement et financièrement. C'est pas évident.
Parfois, il faut accepter de retourner travailler comme salarié alors que vous avez goûté à l'indépendance, au pouvoir. Très difficile. C'est ce qui m'est arrivé, donc je sais ce que c'est. Quand j'ai perdu mon entreprise, j'ai évité de déposer le bilan. C'était à 2 doigts, mais j'ai évité, en cédant pour l'euro symbolique. Mais avec les dettes, avec tout. C'était encore possible. Bon, je me suis fait escroquer dans l'affaire, mais j'avais pas négocié cela. J'avais négocié 2 fonds de commerce. La personne qui a repris m'a escroqué. Bon, je me suis fait avoir, mais en même temps, quand je vois la galère que c'est quand tu déposes le bilan, parce que c'était peut-être ça aussi, ce qui m'attendait, ben je me dis j'ai quand même bien fait. J'étais bien inspiré. Mais l'accord n'avait pas été bien ficelé par mon avocat, toujours pareil, on se fait avoir. Et donc, ça a été après une reconstruction, quand j'ai vu que j'avais plus de ressources. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes à votre compte, vous n'avez pas le chômage. Et vous touchez le RSA, mais il faut monter un dossier et tout. Il faut du temps. Alors du coup, j'avais un appartement à Paris dont j'étais locataire. Une voiture, j'ai vendu la voiture. J'ai récupéré une voiture de mon père qui m'avait refilé, une vieille voiture. Parce qu'il avait changé de voiture, je me souviens de ça, une Citroën. Et puis, j'ai aussi abandonné tout, l'appartement, les meubles, tout ce que j'avais. Et je suis allé vivre chez mes parents pour ne plus avoir aucune dépense. Je me suis dit, c'était mon plan B. Je me suis dit, bah écoute, là, il n'y a pas le choix, tu n'as plus de ressources, il ne faut plus dépenser un franc. Et donc, je suis allé chez mes parents, qui m'ont accueilli gentiment, et je me suis reconstitué comme ça. J'ai recherché du boulot, j'ai trouvé un travail au SMIC, j'ai recommencé par la toute petite porte. Et alors qu'à l'époque, j'étais entrepreneur et je dirigeais une entreprise, et je pensais que j'allais retrouver facilement un poste correspondant à mes facultés, quoi. Et puis, ça n'a pas été le cas. Il a fallu que je redémarre à zéro. Bon, j'avais été bien matraqué, bien assommé, bien détruit. Et psychologiquement, il m'a fallu 10 ans pour m'en remettre. Bon. Et financièrement aussi, pareil. Donc, je bossais comme un dingue. J'ai travaillé, des fois, je cumulais 2 emplois. Le week-end, je travaillais comme veilleur de nuit dans une succursale de Renault, une entreprise de Renault Sport, à Marly, je crois. Je me souviens de la banlieue où j'allais. Et en semaine, j'allais à Paris travailler comme bouche-trou. En CDD, j'allais travailler dans une banque. Donc, je travaillais 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Et cela pendant un certain temps. Pour cumuler 2 emplois de façon à rembourser rapidement des dettes que j'avais encore. J'avais un petit crédit sur le dos, je voulais tout liquider. Et mettre des sous de côté pour avoir un toit à moi. C'est ce que j'ai réussi à avoir. Mais tout le temps, j'économisais comme un malade. Je bouffais de la merde. J'étais vraiment... je dépensais rien. J'économisais comme un malade pour rembourser mon prêt et puis faire des économies pour acheter un petit truc. Surtout avoir un toit. J'étais obsédé. Je voulais plus retourner chez mes parents. Je voulais plus être dépendant d'eux. Après, je n'aurais plus rien demander. Et je voulais être indépendant. Je voulais plus être dépendant de mes parents. Ça m'avait humilié, le fait d'aller chez eux à 40 ans. Donc, je me suis dit, et c'est pour ça que j'ai bossé comme un malade. Alors là, je peux vous dire que je prenais tout ce que je pouvais comme boulot. J'étais célibataire, donc je pouvais bosser le week-end, en semaine, faire du black, enfin tout. Donc ça me fait rire aujourd'hui quand je vois des gens qui veulent pas bosser parce que je me dis non, bien sûr qu'il y a du travail, bien sûr qu'il y a du travail. Mais c'est des petits boulots, pas des bonnes places, des boulots difficiles, des boulots ingrats. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et donc le chemin que j'ai parcouru m'a fait comprendre que on est tous susceptibles de passer par ce type d'épreuve. Et aujourd'hui, je pense à tous les entrepreneurs, à tous ceux qui sont à leur compte et qui doivent déposer le bilan. C'est dur, c'est très très dur. Ça, j'ai pas fait, j'ai pas été jusque là, mais ceux qui y font,
il faut du temps après pour s'en remettre. Il faut accepter. C'est compliqué. Et puis, s'ensuit souvent des séparations aussi. Quand vous connaissez des difficultés comme ça, souvent, le couple est en crise. Donc il y a tout qui part en cacahuète. Ça aussi, il faut l'intégrer avec les enfants. Bref, vous voyez un peu tout ça. Aujourd'hui, vous avez un record de faillite, c'est-à-dire un record d'entrepreneurs qui sont en difficulté et qui sont plus en difficulté que leurs salariés parce que lui, le salarié va toucher le chômage, ce qui est toujours mieux que rien. Tandis que l'entrepreneur, lui, touche plus rien. C'est-à-dire qu'il y a plus de risques que l'entrepreneur, s'il n'a pas quelques cacahuètes de côté, il se retrouve SDF, que le salarié qui, lui, malgré tout, va toucher le chômage. C'est pour ça qu'après, je me suis dit, jamais je me remettrai à mon compte. Il y a une belle vue là. Jamais je me remettrai à mon compte parce que... Et après, effectivement, j'ai connu des périodes où j'avais pas trop de travail, tout ça. J'étais au chômage pendant 2 mois, 1 mois, 3 mois. Puis je retrouvais un autre boulot. Mais au moins, j'avais le chômage, donc ça allait. Quand vous avez le chômage, ça va. Voilà, c'est pas mal. Hein. Bon, le ciel, hein, on en profite. Hein. Vous avez vu? On en profite du ciel. Waouh, puis la lune, là. On se retrouve. Bon, on fait demi-tour, puis on rentre tranquillement. Bon, je vous raconte des anecdotes de ma vie, mais ça fait écho certainement à ce que certains ont vécu. C'est pour ça que je vous raconte ça. Pas non plus, vous voyez, c'est pas pour me raconter. C'est pour vous dire qu'en réalité, on a une succession d'obstacles qui nous sont présentés comme ça au cours de notre vie. Puis, pouf, à chaque fois, c'est pouf. Alors, c'est comme les séparations. Séparation aussi, c'est dur. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un condensé de tout ça en 2025. Alors, faut tenir le coup, faut tenir le choc. On va devoir être bien équipé pour subir la rafale qui vient. Vous savez, notre pays, notre humanité, mais surtout notre pays, en plus la France, on a fait beaucoup de fautes collectivement. On n'a pas cherché à comprendre, on a fait beaucoup d'erreurs et on a fait aussi beaucoup de mal, beaucoup de mal. On n'a pas été correct vis-à-vis de comment je vais dire, vis-à-vis de la chose qui nous transcende. On n'a pas été correct. On a profané, on a participé à des profanations, on a ricané sur des choses qu'on ne devait pas ricaner et on a passé des limites en termes de transgression qui sont irréparables et donc ça va provoquer cette accumulation qui va se manifester d'une manière collective sur nous. On a été trop loin. On a été, si vous voulez, on a collaboré avec le mal. Et donc aujourd'hui, on récolte le mal, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez? On a fait tout et n'importe quoi. Nous avions, en tant que pays, la France, fille aînée de l'Église, nous avions une mission universelle. Et nous avons failli à cette mission, collectivement, en élisant des gens qui n'étaient pas dignes de cette fonction. Et nous avons eu les représentants que nous méritions, mais qui n'ont cessé de profaner et aussi dégrader l'âme de la France. Aujourd'hui, la France est tout près de disparaître.
toute prête de disparaître, pardon. On est à 2 doigts de l'effondrement total. Moral, institutionnel, tout ce que vous voulez, économique. Et ça, c'est à cause de notre responsabilité. D'une part, il fallait réagir. Il aurait fallu collectivement réagir, comme aujourd'hui. On laisse faire encore. Et à chaque fois qu'on laisse faire, on va payer encore plus le prix. Tant qu'on laisse faire, on s'enfonce. Il n'y a que dans l'action qu'on peut se redresser. Et si on n'agit pas, on s'enfonce. Il n'y a que dans l'action qu'on peut se redresser. L'action, c'est la révolution. C'est changer radicalement le pays. Déjà, commencer par changer ceux qui dirigent notre pays. Alors, il ne faut pas se tromper. Et oui, c'est là qu'il va falloir être fin. Parce que on nous manipule beaucoup. Et il ne faut pas qu'on se trompe sur celui qu'on va désigner comme chef, je dirais. Et puis, il faut garder la main. Pas lâcher la main comme ça n'importe qui. Et puis, si le type ne fait pas son boulot, la nana, elle ne fait pas son boulot, bah hop, on la change. Mais il faut être très actif. Hein. Il faut être... comment dire, il faut être investi, cherchez le mot. Il faut être investi, il faut s'investir dans la fonction, autant que l'on peut. Parce que rester neutre, observateur, c'est une forme d'émission qui va nous coûter cher. Hein. Moi j'en ai vu, vous savez, moi je prends toujours le symbole des gilets jaunes. Le gilet jaune c'était un mouvement peut-être qui a été plus ou moins téléguidé, contrôlé. Il y a des hypothèses sur les gilets jaunes, que ça a été pas si spontané que ça et qu'il y avait peut-être eu des gens qu'on manœuvrait derrière pour canaliser la rébellion. Possible, tout est possible de toute façon. N'empêche qu'il y avait dans les gens que j'ai vus et j'ai rencontrés une détermination saine. Vraiment. Moi je parle des gilets jaunes des premières années, des 2 premières années. Après ça a été l'extrême gauche qui a récupéré les gilets jaunes. Mais au début, c'était vraiment des citoyens lambda qui n'étaient soit pas politisés, soit plutôt à droite d'ailleurs, et qui avaient tous je sais pas, ils avaient tous un état d'esprit qui était bon. Considéraient que c'était normal de travailler, c'était pas des gens... D'ailleurs, il n'y avait pas de chômeurs, il n'y avait pas de il n'y avait pas de ceux qui grattent, vous savez, toutes les prestations, tout ça. Non, et tous, ils travaillaient. C'était pas des feignants, les gilets jaunes. Et soit des retraités, soit des gars qui avaient bossé toute leur vie, soit des entrepreneurs, des petits employés, des salariés. Et ces gens-là venaient pas pour réclamer, je dirais, quelque chose pour eux, ils venaient pour changer le système, changer les gouvernants, renverser Macron et tout ce que représente Macron étant l'archétype de tout ce que l'on rejette, c'est-à-dire cette espèce de technocratie que l'on voit à l'œuvre actuellement avec les ZFE et tout ça. Tout renverser et refaire recréer un autre type de pouvoir, une autre démocratie, je dirais. Si démocratie, ça a un sens. Bon, moi, je pense pas, mais bon. C'était un peu ça dans l'esprit. Et puis, en tous les cas, je peux vous dire que c'était très sain. Et donc, j'ai vu autour de moi des gens pour lesquels nous nous battions. C'est-à-dire, quand je dis se battre, c'est se battre. C'est-à-dire, on se battait des fois avec les forces de police. Moi qui étais en plus dans la police, je vous dis pas. Et donc, j'avais ma carte quand même des fois. Bon, j'étais dans l'administratif, mais une fois j'étais dans une NAS, j'ai montré ma carte et... Non, j'étais plus dans la police. Non, je dis n'importe quoi, c'était bien avant. Non, j'étais à l'inspection du travail à l'époque. Je dis n'importe quoi. Mais j'avais encore une carte une carte qui me restait de restauration, et puis une fois j'avais utilisé pour sortir du NAS parce que on était tout le temps nassé et donc je me souviens que
Non, non, j'étais plus dans la police, j'étais à l'inspection du travail quand c'était l'époque des Gilets jaunes. Et donc, j'étais donc tous les semaines, j'allais à Paris, c'est-à-dire je travaillais jusqu'au vendredi, le samedi je repartais à Paris manifester. Je n'avais que le dimanche pour récupérer. Voilà, donc là aussi on s'est donné à 100%. Et ça me coûtait de l'argent parce que il y avait l'essence pour aller jusqu'à Vincennes. À Vincennes on se garait. Et puis, parce qu'il y avait un parking gratuit, je ne sais plus s'il existe. Puis après on prenait le métro, donc il y avait les tickets de métro. Puis on prenait sur nous un sandwich et on se prenait quand même un café ou une bière à la fin parce qu'on était crevés, parce qu'on marchait comme des malades. On faisait 10, 15 km dans Paris à chaque fois, je vous dis pas. Puis des fois on galopait, on se mettait à courir que je ne savais plus courir. Ben là j'ai réappris à courir parce qu'on a les flics qui nous couraient après. Bref, j'ai vu de la haine dans le visage de certains policiers. Ils avaient de la haine. J'ai pas compris. Des fois on se baladait parce qu'ils nous cherchaient partout, parce qu'on faisait beaucoup de manifs sauvages. Et on avait nos petits gilets jaunes, tout ça, puis on voyait de la haine. On voyait dans leur visage parfois de la haine. Pas du tout de la sympathie. Je dis parfois, pas systématiquement. Et là, je me suis dit, oh là, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et puis, j'avais des fois des collègues ou des gens, des amis, qui me téléphonaient. Alors, toi, qu'est-ce que ça donne, toi, tes gilets jaunes? Mais eux sont comme moi, hein. C'est des employés, c'est des petits qui aujourd'hui doivent ramer, hein, pareil. Mais à l'époque, ils regardaient ça à la télé, puis ils me prenaient un peu pour un charlot. Ils disaient, ah mais toi... Et en plus, ces gens-là, ils sont plus jeunes, certains sont plus jeunes que moi, et certains ont des enfants. C'est-à-dire, ils auraient dû être plus présents que moi, parce que moi, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfants. Et la rigueur, si vraiment j'étais honnête avec moi-même, j'en ai rien à foutre. Parce que ma vie, elle est faite, elle est terminée, je suis là, tranquille dans ma campagne, et je peux... Vous voyez, puis à l'époque, j'avais mon boulot, quoi. J'étais à l'inspection du travail, ça allait, quoi. Je bossais, j'avais mes revenus, ma maison. Donc, pourquoi me faire chier, quoi? Vous voyez, c'était ça le problème. Je me faisais chier pour des gens qui restaient dans leur fauteuil le samedi. Et là, j'ai compris. J'ai revécu la même chose avec le pass sanitaire. J'ai été manifesté, tout ça. D'ailleurs, le préfet m'avait écrit... parce que j'avais fait des vidéos déjà à l'époque, il m'avait dit vous devez avoir un droit de réserve en tant que fonctionnaire. Alors, vous voyez, déjà j'avais un avertissement du préfet. Bref, ben là aussi pas sanitaire, je me battais. Ailleurs, moi je m'en foutais. Dans ma campagne, s'il n'y a pas besoin de passe, j'étais pas, je sors pas, je vais pas au restaurant, je vis très simplement. Donc à la rigueur ça me coûtait pas. Mais par contre j'ai vu beaucoup de gens redouter le pass sanitaire et tout ça, ne pas vouloir se faire pic-pic. Mais par contre, ils manifestaient pas, ils n'allaient pas manifester. Ils essayaient de profiter, continuer à profiter de la vie sans se mouiller, jamais. Alors, je me suis dit, tiens, encore à nouveau, je manifeste pour les autres plus que pour moi. Parce que moi, j'ai pas réellement besoin. J'ai organisé ma vie pour pas être trop dépendant de tout ça. J'ai organisé ma vie comme ça, de cette manière-là. C'est-à-dire, j'ai une vie très simple, je dépense très peu d'argent, donc j'ai pas de gros besoins, et j'essaie de vivre sans trop dépendre des autres, quoi. Et je fais pas la fête, je fais pas de sortie, je fais pas de restaurant, je vous dis, tout ça, j'ai abandonné tout ça. Et j'ai une vie un peu monacale, dirons-nous. Un peu, hein, quand même, hein. Et donc, pour ça que j'ai du temps, vous voyez, je fais beaucoup de vidéos, parce que j'ai du temps entre la lecture, la méditation, les vidéos. L'entretien du jardin l'été, ça c'est un peu de boulot. Et donc, du coup, bah, j'ai vu qu'il n'y avait pas de motivation chez ceux qui étaient concernés pour défendre leurs intérêts. Mais défendre pas leurs intérêts comme on parle de la SNCF qui veut défendre ses acquis. Non, défendre plus que ça. Défendre l'avenir de leurs enfants, l'avenir d'une société, l'avenir d'une civilisation même, je dirais. Je pousserais jusque-là. J'ai vu qu'il n'y avait pas cette motivation. En fait, c'est des petits bourgeois qui sont un peu gênés quand il y a des lois restrictives comme ça, enfin des décrets qui ont été passés, qui étaient restrictifs pour leur liberté. Je voyais que ça brisait un peu leur confort de vie,
Mais de là à vouloir changer la société, à s'impliquer, à s'investir, à aller manifester, parce que manifester c'était important, c'est important de se bouger. Mais il y avait plus beaucoup il y avait du monde, mais pas tant que ça. Et en tous les cas, autour de moi, non, ils n'y allaient pas. Des cas que j'ai en tête bien précis. Je leur en veux, vous savez, je leur en veux, pas méchamment, mais je leur en veux de ne pas nous avoir, de ne pas avoir été épaulés, qu'ils se soient laissés un peu aller, parce que c'est un peu à cause d'eux. Leur côté lymphatique, on le paye aujourd'hui, vous voyez, parce que, évidemment, on aurait été 1 million, 2 millions dans la rue, tout aurait été différent, tout serait différent d'ailleurs. Mais là, qu'est-ce que vous voulez, on n'était pas assez nombreux, on était des fois 50 000, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, parfois aussi, on était monté jusqu'à 100 000, mais c'était pas assez, c'était pas assez, il faut faire masse. Et donc, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de mystère, on va continuer, hein, on va continuer à payer la note. Et tant qu'on n'arrêtera pas, tant que le peuple, s'il existe encore un peuple, tant que le peuple ne réagira pas d'une manière ferme, en disant maintenant ça suffit, on vous nomme responsable, mais attention, ne faites pas n'importe quoi, on vous surveille. Et si tu ne fais pas ce qu'on veut, tu dégages. Parce qu'il faut, à un moment donné, que le peuple se saisisse de son destin. Oui, il faut qu'il se saisisse de son destin. Parce qu'on ne peut pas continuer dans une société comme ça. Vous voyez bien que ce n'est pas possible. Il va falloir mettre les pieds dans le plat. Il va falloir mettre les pieds dans le plat à propos de tout. Il va falloir mettre les pieds dans le plat vis-à-vis des jeunes. Il va falloir mettre les pieds dans le plat vis-à-vis de la population active. Et il va falloir mettre les pieds dans le plat aussi pour les personnes à la retraite, les personnes qui vieillissent. Il faut que tout le monde soit d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, comment on fait et comment on reconstruit une société. Il va falloir mettre les pieds dans le plat sur les finances. Qui paye, qui travaille, est-ce que c'est normal que celui qui travaille gagne moins que celui qui ne fout rien? Ça, il va bien falloir poser la question. Il va falloir poser la question aussi des étudiants. Qu'est-ce que vous faites? Vers quoi vous vous dirigez? Quelles sont vos orientations? Parce qu'on a besoin de médecins, on a besoin d'ingénieurs, on n'a pas tellement besoin de sociologues, ni de philosophes ou de gens. Il en faut, mais pas trop. Aujourd'hui, il y a un problème d'orientation de notre jeunesse, qui ne s'oriente pas forcément vers des métiers d'avenir. Ça, c'est important, parce que c'est l'avenir du pays. Et puis aussi, il y a un besoin de voir un peu comment les gens vont vieillir, dans quel état, de quelle manière. Est-ce qu'on va laisser comme ça mourir les gens chez eux comme des bêtes? Parce que c'est ce qui risque d'arriver. Hein. Donc là, il y a une question de dignité. Puis il faudra poser la question aussi de la natalité. Est-ce que c'est normal que l'avortement serve de contraception? Simone Veil avait fait cette loi, vraiment, elle était très restrictive au début, c'était pour des cas exceptionnels. Puis c'est devenu un mode de contraception, l'avortement. 300 000 en France par année, c'est le pays, je crois, où on avorte le plus proportionnellement à la population. C'est un carnage. Donc ça ne va pas tout ça. Donc il faudra mettre les pieds dans le plat dans tout ça. Il faudra mettre les pieds dans le plat avec l'islam aussi. Savoir si c'est notre truc ou pas, l'islam. Parce que ça aussi, bon là on le met en ce moment. Mais puis il faudra aussi mettre le pied dans le plat avec l'église aussi, catholique. Et puis mettre le pied dans le plat de l'immigration, évidemment aussi. Traiter cette question qui devient vraiment un gros problème. Puis ensuite, géopolitique, qu'est-ce qu'on fait? Notre diplomatie, tout ça, enfin bref, plein de choses qu'il va falloir reprendre. Mais ça, pour ça, on en est loin encore. On en est loin. On est très loin. Et il n'y a personne, je ne sais pas s'il y a personne, peut-être qu'il va y avoir des vocations pour se saisir de ça. Mais c'est timide pour l'instant. Ils ont peur de perdre des électeurs, mais on n'avance pas, on ne gagne pas des électeurs en ayant peur de les perdre. Et à un moment donné, il va falloir dire aux gens,
des vérités qui ne sont pas faciles à entendre, mais je crois qu'on n'aura pas le choix. Il faudra dire à tout le monde ce qu'il en est et comment on fait les choses. Là, les petites réformettes que je vois venir, bon, bah, c'est n'importe quoi. C'est la petite cuisine, ça n'a pas de sens. Je vous parlais là des retraités, l'abattement fiscal. J'ai fait un sondage, on va voir. Il faut savoir que les 10%, il y a un plafond de 4 300 €. Voilà, c'est donc, après tout, ils peuvent jouer un peu sur le plafond, mais l'abattement de 10% pour les retraités de la petite classe moyenne, ça va être dur, parce que ça correspond à une annulation de l'augmentation de leur pouvoir d'achat, et il y a beaucoup qui rament, quoi. Il faut pas, vous voyez, alors ils appellent ça abattement pour frais professionnels, c'est pas des frais professionnels, je sais bien, mais c'est une manière de soulager un peu la fiscalité sur les retraités qui ont vu les nouveaux retraités, ils ont leur retraite qui est pas forte comme avant, hein. Avant, les gens, les boomers, ce qu'on appelle les boomers, ils avaient quand même certains des grosses retraites. Mais maintenant, c'est fini, hein. Il n'y a plus beaucoup de grosses retraites. Donc, moi, les gens de ma génération, on a des toutes petites retraites, beaucoup, hein. Pourquoi? Parce qu'on a galéré, on a changé de boîte, on a eu beaucoup de chômage, on a des périodes sans activité. Des fois, on a commencé tard dans notre vie active. C'est pas du tout les mêmes que nos parents, je dirais. Donc, on a des petites retraites. Moi, j'ai vu beaucoup de gars de mon âge, ils n'ont pas des retraites formidables, hein. Ils sont entre 1000, 1500, mais voilà, quoi, c'est pas terrible, hein. Donc, c'est notre génération qui commence à être pénalisée. Alors, c'est des gens qui vont avoir leur fiscalité qui va augmenter, et puis ils ont évidemment les frais de l'entretien de la voiture et de la maison, mais c'est pas évident, quoi. Donc c'est pour ça que je comprends pas que notre ami Jean-Philippe Tanguy, là, il ait ouvert la voie à ça. En plus, c'est une proposition du MEDEF. Tu parles des salopards, le MEDEF. Là, je crois qu'il a fait un faux pas qui risque de coûter cher au Rassemblement national. C'est pour ça que je vous parlais de vigilance. Il faut être vigilant avec même ceux que l'on soutient, hein. Il faut les rappeler à l'ordre, hein. Il faut leur dire, oh là là, faites attention, hein. Il faut que la base se saisisse. Il faut que ceux qui sont militants au Rassemblement national disent, non, non, pas question de toucher à ça, hein. Parce que là, vous allez toucher plutôt à tous ceux qui touchent indûment les retraites, là. Tous ceux qui sont à l'étranger, là, comme en Algérie, on a vu tous ceux qui touchent des retraites alors qu'ils sont morts depuis 10 ans. Allez déjà commencer par faire ce travail. Et après, vous pourrez vous adresser aux petits Français, aux petits retraités français. Mais là, puis arrêtez de donner des retraites à ceux qui arrivent en France, qui n'ont jamais bossé de leur vie et qui ont minimum vieillesse. Minimum vieillesse, qui est plus que j'ai moi en ce moment. Donc c'est là qu'il faut taper. Puis arrêtez de guérir, de soigner les gens là, vous supprimez tout ça. Enfin, il y a plein d'économies à faire. Mais s'attaquer comme ça aux petits retraités, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est pas bien. Voilà. Bah écoutez, on rentre tranquillement à la maison. Et puis on regarde le ciel encore un peu. Bonne soirée. Regarde notre avion là, pas de traîner non plus. C'est bizarre, hein. Alors des fois ils disent oui, ça dépend des conditions météorologiques. Là je suis dans un couloir aérien.